Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je suis avec Jean-Sébastien Barbeau pour le deuxième épisode hors série sur les magazines Jaguar. Donc, si jamais vous n'avez pas eu la chance d'écouter le premier tome, vous pouvez le faire sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Donc, on fait en gros un retour sur un magazine qui est sorti dans au début des années 2000. Et là, on revient sur Jaguar Racing, l'écurie qui est aujourd'hui devenue Red Bull. Et là, on est au deuxième tome que Jean-Sébastien a entre les mains. Salut Jean-Sébastien. Salut Abdou. Numéro 2 ici, l'édition de mai-juin 2000. Le premier, c'était celui de mars-avril 2000. Donc, un magazine aux 2 mois. Le numéro 2 de Jaguar Magazine Racing, c'est une spéciale sur le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Donc, on nous dit que c'est un Wildcat. C'est encore une fois un jeu de mots sur un chat. Donc, on nous donne fait un grand portrait sur le Grand Prix de Silverstone. J'ai gardé cet article-là. J'ai gardé aussi la tribune que Johnny Herbert signe. Parce que je disais qu'au début du magazine, il y a toujours un texte un peu plus libre qui présente une actualité courante. Puis ici, c'est Johnny Herbert qui revient sur son Grand Prix d'Australie parce que le Grand Prix d'Australie va se dérouler et c'est une catastrophe pour Jaguar, visiblement. Donc, Abdou, tu vas nous raconter ça dans un moment. Juste faire un retour vite sur le magazine, sur le contenu du numéro 2. Encore une fois, là, on nous fait un long texte sur comment ça s'est passé à Melbourne. On nous fait une présentation sur Silverstone. On a suivi Luciano Borti, pilote d'essai, à son test de conduite. Nice! Et il a échoué. Relatable. Et signe du destin. Donc, ici, je suis sur l'article en page 74 et plus loin. Page 74, donc page de gauche. Tried and tested and failed. Donc, essayer, tester et échouer. Et le texte commence avec Luciano Borti. Vous savez, souvent, la première lettre d'un texte, la lettrine est toujours un peu plus grosse. Et donc, le texte commence en disant Luciano Borti, etc., en anglais. Et ici, tu sais, quand je te disais, Abdou, que le magazine parfois est très mal présenté, puis ça a très mal vieilli, ça, je pense, c'est un exemple probant. Pour décrire la page aux auditeurs, c'est la page en entier, il y a à peu près 80 mots dans le dernier quart inférieur droit de la page, et tout le reste, c'est un gros L majuscule en rouge pour Luciano Borti, mais aussi comme L pour loser, parce qu'il a échoué son test de conduite. Et on fait un reportage complet là-dessus. Super cruel. Il fait le test et ils l'ont photographié puis ils l'ont suivi à bord. Donc, et évidemment, il fait son test dans une Jaguar, en plus. Mais quel stress. Et on a en plus le rapport ici d'évaluation d'examen de conduite pratique de Luciano Borti. Donc, il nous dit most drivers always try to push it to the limit. I try anyway. Donc, la plupart des pilotes essaient de pousser à la limite. Je tente quand même. Et visiblement, il a échoué parce qu'il n'a pas eu son permis du premier coup. Donc, je sais pas quoi en penser. Abdou, as-tu une opinion? Parce que ça fait plusieurs semaines que je le vois, ce texte-là, puis je suis comme... Je sais pas quoi en penser. J'arrive pas à mettre... Est-ce que c'est un solid burn ou c'est transparent? Mais c'est parce que c'est gênant, là. Je dirais que c'est gênant. C'est gênant pour Luciano parce que le jour où il va passer son permis de conduire, son test, il échoue devant quelqu'un qui photographie, qui écrit le texte. Mais en même temps, j'adore la mise en page avec le gros L qu'on t'affiche pour te dire quand tu as échoué ton test. Ça, c'est une très bonne mise en page. Ça, je dois le dire. Donc, quand même. Donc, ça, c'est à peu près les contenus qu'il y a dans le numéro 2 du magazine. Ce que je te propose, Abdou, comme je te dis, c'est de voir la tribune sur Johnny puis voir le texte de présentation du Grand Prix de Silverstone parce que je pense qu'il est assez intéressant. Oui. Est-ce que tu peux nous donner au moins les résultats du Grand Prix d'Australie parce que le texte de Johnny revient sur le Grand Prix d'Australie. Alors, avant que Johnny nous parle de ce fameux Grand Prix, alors Michael Schumacher a remporté ce Grand Prix devant Rubens Barrichello, deuxième. Donc, un doublé Ferrari. Ralf Schumacher sur la Williams BMW termine sur le podium en troisième place. Ensuite, on a Jacques Villeneuve, quatrième.
Giancarlo Fisichella sur la Benetton, 5e, et 6e Alexander Wurz, dans une course où il y a eu... c'était une course à attrition avec 9 pilotes qui ont fini la course. Et parlant des deux Jaguars, en qualification, Eddie Irvine avait bien fait, hein? 7e temps, à moins d'une seconde de Mika Hakkinen qui a obtenu la pole. Et Johnny Herbert, lui, s'est retrouvé 20e à 3 secondes de la pole position. En course, vous comprendrez que dans le temps, c'était le top 6. Eddie Irvine a fait tête à queue. Johnny Herbert, problème de clutch, problème d'embrayage après le premier tour. C'était pas les débuts espérés pour Jaguar, et je me demande si notre bon vieux Johnny en parle, et surtout s'il a aussi un point de vue de notre cher Eddie. Vous vous souvenez au premier magazine, dans le premier magazine, on nous fait les essais privés de Jaguar, puis on nous dit que ça se passe bien, même si on a juste fait 18 tours avec 2 voitures sur 2 jours. Finalement, on comprend que c'est peut-être pas finalement super bien passé. Donc, Johnny Herbert, dans cette tribune, nous dit « Je pense que les 3 jours du Grand Prix d'Australie ont été les pires que je n'ai jamais eu en Formule 1. » C'était un week-end de problèmes. Nous savions que nous avions un problème de moteur à résoudre, chose qu'on n'a jamais parlé dans les essais privés. Et nous espérions l'avoir résolu, mais nous ne semblions pas y être parvenus. Le moteur n'arrêtait pas de s'arrêter. Je n'ai pratiquement pas pu rouler correctement tout le week-end. L'embrayage, justement, la clutch. Le tour premier run vendredi s'est déroulé sur une piste sale. Nous n'avons donc pas pu apprendre grand-chose, comme toutes les autres équipes, finalement. Ouais. Donc, ça s'annule. Lors du seul run que j'ai eu effectué dans l'après-midi, la voiture n'était pas mauvaise, même si j'ai dû lever le pied. Pourtant, j'en étais plutôt satisfait du point de vue des performances. J'étais donc content d'une certaine manière, mais sacrément frustré de ne pas avoir fait beaucoup de tours. Nous avions déjà eu certains de ces problèmes auparavant, mais nous n'avions pas eu un seul gémissement à l'arrière. Gémissement, je sais encore une fois. En qualification, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fini 22e. Les 2 seuls qui sont derrière lui, je crois que c'est Button et Mazzacane de ce que j'ai vu sur ton écran. Là. Ouais. Ma voiture de course est encore arrêtée, alors je suis retourné au stand et j'ai sauté dans la voiture de secours. Parce que oui, on pouvait faire ça à l'époque. Je suis sorti, le truc essayait de se mettre dans les autres stands alors que je roulais dans la voie des stands. Ça tirait assez fort. Et puis quand j'étais en piste, la direction assistée ne fonctionnait pas. Donc je n'ai pas pu faire un meilleur temps. C'était frustrant pour tout le monde, mais nous devions bien faire avancer les choses si nous voulions avancer. Malheureusement, dimanche, la situation ne s'est pas améliorée lors de l'échauffement du matin, parce que oui, ça existait à l'époque, à 8h30 jusqu'à 9h. Je n'ai pas fait un tour lancé, puis j'ai failli franchir la ligne d'arrivée en rampant pour boucler un tour de course. J'ai pris un bon départ, mais à la sortie du deuxième virage, l'embrayage a commencé à patiner. J'étais à l'extérieur de Pedro Diniz lorsque le problème a commencé. Il a également couru un peu large, donc nous nous sommes touchés et j'ai quitté la piste. Puis à la fin du tour, j'ai dû me garer à cause de l'embrayage. Eddie est sorti peu de temps après et moi, j'ai regardé le reste de la course depuis le fond du garage. C'était plutôt frustrant, mais nous devons évidemment tous nous serrer les coudes. Quand la voiture roule, tout va bien. Vous pouvez voir que c'est là ou à peu près, mais nous devions faire en sorte que les 2 voitures fonctionnent de manière cohérente. Je pense qu'Eddie et moi allons être une équipe très compétitive cette année. Il l'espère beaucoup, hein? Et c'est ce que tout le monde s'efforce d'atteindre. Après ces 2 dernières années chez Ferrari, il est au top, mais je le suis après une bonne victoire au Nürburgring l'année dernière, la seule de Stewart, faut dire, et une bonne course en Malaisie. Eddie a sa façon de procéder, j'ai ma façon de procéder, mais nous nous entendons bien. J'ai toujours dit que tout était juste dans l'équipe, je n'avais aucun scrupule à rien. Même si je suis battu par Eddie, je serai battu. S'il y a égalité, vous pouvez faire de votre mieux les uns contre les autres et vous saurez alors qui est le meilleur pilote. Ça va être très serré, mais je suis convaincu que je vais connaître une année compétitive. Sure. Nous ne sommes pas encore du type Ferrari-McLaren, et ils ne le seront jamais. Mais nous pouvons défier des gens comme Jordan. Hey, la barre est haute, hein? Et surtout que Jordan était sur une pente descendante en passant. Oui, parce qu'à partir de 99, après 98, leur victoire en Belgique, ça fait juste descendre. Après, même la tentative de championnat ratée par Frenzen en 99, ça fait juste descendre. Nous avions, je pense que nous pouvons leur donner du fil à retordre. Nous avons le meilleur des autres, puis nous avançons pour attaquer les autres. Il y a eu beaucoup de changements depuis que l'entreprise est devenue Jaguar Racing. Nous devenons une équipe beaucoup plus grande pour rivaliser avec Ferrari et McLaren. Nous allons avoir notre propre soufflerie, ce que nous n'avons pas pour le moment, mais cela arrivera très bientôt.
Tu veux dire quelque chose, Abdou? Oui, je pense que elle est arrivée bien des années plus tard avec un nom différent. Ah ouais, hein? Sous Red Bull? Exact. Ouch. Ouch. Cosworth a produit un moteur fantastique, mais il faut toujours avancer. Non, il y avait des problèmes. Nous sommes en concurrence avec des sociétés comme Mercedes et BMW et Toyota fera son entrée l'année prochaine parmi les grands constructeurs automobiles. L'attente était haute pour Toyota. Hein? On les attendait. Un peu comme Audi aujourd'hui. Ouais. Pour être compétitif, il faut pousser le développement et cela coûte de l'argent. Mais il faut le mettre aux bons endroits. Il suffit de regarder Ferrari. Ils ont probablement le plus gros budget, mais ils n'ont toujours pas remporté le championnat des pilotes. Je me demande s'il y a un faux shadowing qui s'en vient. C'était si mal connaître parce que c'est Ferrari qui commençait à remporter tous les championnats ensuite. Donc, rétrospectivement, là, ces textes ont extrêmement mal vieilli. Donc là, Abdou, si tu veux, et comme on est déjà plutôt bien avancé, peut-être qu'on peut se rendre jusqu'à Silverstone. Est-ce que tu peux me donner rapidement les résultats peut-être des autres Grands Prix? Parce qu'après Australie, je pense qu'il y a eu Brésil, Argentine, puis après, c'est Silverstone. Donc, vite, là, où est-ce qu'on en est avec Jaguar, notamment dans les 2 Grands Prix qui suivent? Alors, avec nos 2 chers pilotes... Est-ce qu'il manque des points ou est-ce qu'ils finissent des Grands Prix? Non, pas vraiment. Non. Abandon au Brésil pour les 2. Oh. Mais à Saint-Marin, ça s'est mieux passé. Eddie Irvine a fini 7e. C'est vrai, il n'y a plus d'Argentine. J'avais oublié. Exact. Donc, l'Argentine a été yeetée du championnat. Mais à Saint-Marin, les 2 voitures ont terminé. 7e pour Eddie Irvine. À la porte des points. À la porte des points. Et 10e pour Johnny Herbert. Aujourd'hui, ce serait un point. Oui, aujourd'hui, il y a des points qui sont marqués, mais à l'époque, c'est... Combien de voitures avaient fini le Grand Prix? 13? 13 sur 22, hein? 15. Ouais. Yann Trulli avait fini 15e. Je le vois sur la fiche. OK, intéressant. Donc, très mauvais début de saison. Exact. Mais comme c'est une nouvelle équipe, un nouveau management et tout ça, c'est normal que ça commence mal. Autant il faut savoir apprendre, tirer des leçons pour pouvoir mieux avancer. Exact. Donc là, on arrive à Silverstone, course qui a lieu en avril. On en a un peu parlé à la première saison et je pense que tu as un texte qui veut revenir sur le Grand Prix de Grande-Bretagne en avril. C'est le cauchemar. C'est le cauchemar, autant en piste qu'à l'extérieur, parce que normalement, le Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est en juin-juillet, ou s'il y a de la COVID. Et après Grand Tour. Bref, je digresse. Mais Bernie Ecclestone avait été forcé de programmer le Grand Prix de Grande-Bretagne en avril, alors qu'il fait fret, il y a de la pluie, puis je sais pas si tu vois un peu le décor de Silverstone de nos jours, des hôtels, c'est un nouveau complexe des puits. Ça faisait vraiment un circuit un peu dans les standards nationaux, je te dirais. Oui, aujourd'hui, c'est très beau, mais il y a encore des gens qui campent. Mais là, Silverstone en 2000, il y a des gens qui campent, il y a de la boîte, il pleut, il fait fret. Il n'y a pas d'autoroute parce qu'il y a la fameuse absence d'autoroute que Bernie voulait qu'on construise pour se rendre là. Donc, c'est des routes de campagne. C'est l'enfer. Exact. Et il y avait même des rumeurs comme quoi il y aurait alternance entre Silverstone et Brands Hatch à partir de 2002. Fuck sake, Brands Hatch. Bon, bref. Mais oui, c'était ça, le Grand Prix de Grande-Bretagne, avec de la pluie forte pendant la fin de semaine. Et bon, au moins, il y a quelqu'un qui a réussi à stopper Michael Schumacher, et c'est David Coulthard, au moins, qui a remporté ce Grand Prix quand même dans des conditions un peu plus clémentes, avec du beau temps, mais il y avait de la brume. Oh. Alors, c'était quand même quelque chose. Et Mika Hakkinen a fini 2e. Michael Schumacher, 3e. Chez Jaguar,
Eddie Irvine a quand même réussi à amener sa Jaguar dans le top 10, 9e. Johnny Abbott en a arraché un petit peu en se qualifiant 14e. En course, pour nos deux valeureux pilotes, tu veux savoir les résultats? Est-ce que c'est bon, mauvais? Je sais qu'ils ne marquent pas de points. T'as raison. Mais ils finissent la course avec un tour. Herbert a fini devant Irvine cette fois-ci. 12e et 13e respectivement, dans une course où Rubens Barrichello a abandonné sur un problème hydraulique au 35e tour. Et ça aussi, je vais juste faire une petite parenthèse parce qu'avant, il y a eu des essais privés à Silverstone. Ouais. Et il y avait presque tout le monde. Là, j'ai appris que Jacques Villeneuve avait frappé un renard pendant ses essais. Malheureusement, rest in peace, feu le renard. Et Ricardo Zonta a eu un violent accident. Ça, j'en avais entendu parler. Un violent accident dû à un problème de suspension pendant ces mêmes périodes d'essais privés. Ben intéressant. Le renard, je m'en rappelle vaguement, là, mais j'avais oublié que je l'avais complètement oublié. Mais oui, tu me l'avais envoyé plus tôt aujourd'hui, puis je m'en étais rappelé comme ah oui, y avait-tu un renard? Je pensais que t'as parlé un Grand Prix, tu vois, donc ben tant mieux. Donc, mais pour la première course à domicile de Jaguar, qu'est-ce que dans le magazine ça nous dit? Ben, on ne fait pas le compte-rendu du Grand Prix parce que c'est dans le 3e numéro, à mon souvenir, mais dans le 2e, on place la table pour le Grand Prix. Et le texte est assez intéressant. On tire dans un peu l'historique. Mon texte est peut-être pas super bien traduit. Pendant que tu faisais le portrait, j'essaie de le revoir, puis j'ai peut-être un petit peu botché ça, comme qu'on dit. Donc, je vais essayer de corriger le travail au fur et à mesure de la traduction. Donc, on verra bien. Le texte s'appelle « A little bit of history repeating », un peu de répétition de l'histoire, point d'interrogation. Donc, on sent qu'on va jouer sur l'histoire du Grand Prix. Et le texte est quand même assez long. Alors, à peu près aussi long que le précédent dans le premier numéro là, sur les essais d'hiver. La Formule 1 est un tout nouveau jeu pour Jaguar et alors que les R1 se préparent pour leur première sortie à Silverstone ce mois-ci, il y aura bien plus que le sentiment d'anticipation habituel dans les garages des équipes. Après tout, à Silverstone, Jaguar a fait ses débuts sur un circuit de course qui garde des souvenirs particuliers pour l'équipe britannique et tous les fans de Formule 1. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y aura plus de sentiments d'anticipation habituel dans les garages parce que Jaguar est là. Vu les résultats qu'ils font jusqu'à date, non, je pense pas. Et t'as McLaren aussi qui fait bien. Oui. Et Williams aussi. Oui. Donc, il y a d'autres équipes anglaises. Il y a beaucoup en jeu et un immense héritage à respecter. Parce que c'est vrai, Jaguar en course automobile, c'est un nom. Silverstone et Jaguar, fromage et biscuits, Porto et Stilton. Peu de noms vont aussi bien ensemble et à l'exception peut-être des fans de Ferrari à Monza, les spectateurs n'ont jamais été aussi partisans. Au fil des années, Silverstone et d'autres circuits britanniques ont été témoins de la Jaguar Mania aux normes tifosi et Silverstone en particulier a été le théâtre de certaines des victoires les plus écrasantes de Jaguar. Est-ce que je peux revenir sur Silverstone, fromage et biscuits, Porto et Stilton? Oui. Really? OK. Pour avoir vu des images de Silverstone depuis des années, c'est pas dans cette ambiance. Je suis désolé. Je suis désolé à l'auteur du texte. Le plus marquant de tous, notamment dans les victoires, peut-être a été la course d'endurance des 1000 km de Silverstone en 1986, lorsque Derek Warwick et Eddie Cheever ont remis le XJR6 à la première place avec 2 tours d'avance sur la Porsche 962 d'usine. 2 tours d'avance! Huge! Et ça, on est à 86, est-ce qu'on est dans le C-Class? Est-ce qu'on est dans la classe C? Ouais, on est dans la classe C, ouais. Classe C. Jaguar a peut-être été absent pendant un moment, mais la mer de Verre sera sans aucun doute de retour pour la course de cette année. Les victoires passées de Jaguar sur le sol britannique ont toujours provoqué l'hystérie nationale chez les spectateurs britanniques, habituellement réservés. Et si Eddie et Johnny obtiennent un résultat, sans parler des points, devront faire appel à la police anti-émeute. On surjoue un peu la chose. Sir Stirling Moss a ses propres idées sur les raisons pour lesquelles Jaguar a toujours été tenu en telle estime. 50 ans avant, Jenson Button était critiqué pour sa jeunesse expérimentée. Enfin, l'équivalent, là, on par analogie ici. Moss a découvert que très peu de fabricants proposaient à un jeune de 20 ans une voiture pour le trophée de tourisme en 1950.
Trop de gens craignaient qu'il ne représente un danger pour les autres sur le parcours exigeant de Dundrod. Finalement, le journaliste et pilote de course Tommy Wisdom lui a prêté sa Jaguar XK120 personnelle et le reste appartient à l'histoire. Moss a ignoré les conditions de mousson et un coup de vent hurlant et a gagné à sa guise. La victoire éclatante d'une recrue britannique s'est bien sûr reflétée sur la voiture et la réputation de Jaguar et de Moss s'est encore accrue en mai 1951 lorsque Moss a conduit une version à carrosserie en acier de la XK120 à la victoire au Daily Express International. Course de trophée à Silverstone. À l'époque, il s'agissait d'un événement très important, mais il était encore plus vanté. La Race of Champions qui a suivi à Silverstone, qui a réuni Moss avec le prince Bira, le Thaïlandais, oui. Johnny Claes, le baron Toulo des Gaffin Reed, Paul Precht et Tony Gaze, représentant respectivement l'Angleterre, le Siam, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne et l'Australie. La foule est devenue folle lorsque Moss et l'Angleterre ont gagné avec facilité. Citation de Sir Stirling Moss. Je pense que les gens ont adoré la XK120. Parce qu'en tant que voiture, elle représentait l'incarnation de l'excellence de l'ingénierie britannique. C'est certainement la voiture qui a fait connaître le nom de Jaguar au public en tant qu'icône du sport automobile, et ce n'était pas le seul vainqueur de Jaguar à l'époque. Le MKVII, la berline, a également connu un grand succès. Moss a remporté les courses de Berlin en une réunion du Trophée international de 1952 et 1953. Lan Apperyard a réalisé le même exploit en 1954, Mike Horton en 1955 et Ivar de Driver Bueb en a fait 5 de suite en 1956. Il y avait encore plus à venir. La Jaguar E-Type s'est imposée pour la première fois lorsque Graham Hill l'a pilotée à Alton Park en 1961, mais c'est sa victoire sur la Ferrari 250 GTO de Mike Parks à Silverstone 2 ans plus tard qui a un impact encore plus grand au cours d'une saison tranquille lorsqu'il a piloté la voiture de Coombs, lorsqu'il a piloté la voiture de John Coombs qui gagnera à Goodwood, Snilton et Mallory. Je suis allé si jeune et tellement de fois au Grand Prix de Grande-Bretagne que je ne me souviens pas vraiment lequel était le premier. J'ai de bons souvenirs près de la tour du directeur de course lorsque l'affaire James Hunt se déroulait à Brands Hatch en 1976. Je me souviens d'avoir dormi sur South Bank et d'avoir grimpé à travers un trou de la clôture à Silverstone. Je me souviens d'avoir vu une Ferrari Dino marron foncé, une Jaguar E-Type noire, des choses comme ça. Je me souviens d'avoir rencontré Alvin Stardust. J'ai eu beaucoup de malchance à Silverstone en tant que pilote. Je n'ai pas pris le départ de la course de F3000 en 90 et je suis tombé en panne avant même le début de la course de mon premier Grand Prix de Grande-Bretagne avec Jordan en 94. J'ai pris ma retraite prématurément au cours des deux années suivantes. Ça s'est amélioré lorsque j'ai terminé 3e en 98. J'ai aimé dépasser les gens sous la pluie et la meilleure chose était d'arriver derrière Damon Hill et de le faire faufiler partout puis de le faire repartir en tête à queue. L'année dernière, lorsque Michael Schumacher a eu son accident, j'étais 2e derrière Coulthard. Je pense que Silverstone est génial. Les derniers changements qu'ils ont apportés étaient bons et vous avez désormais un rythme. Pour moi, ce n'est plus une course parmi 17, mais il faut dire que l'ambiance y est méga. Le tour de parade est assez impressionnant, n'est-ce pas? Donc là, ici, c'est Eddie Irvine qui parle. Oui, c'est Eddie Irvine qui parle. Il y a un segment, là, j'ai oublié de le transformer, mais vous voyez bien qu'il y a quand même ici un changement. Là. Ici, c'est un témoignage d'Eddie Irvine là, qui nous raconte un peu l'histoire. Là, on revient au texte principal. De tels triomphes ont renforcé l'image que Jaguar avait si assidûment bâtie avec ses victoires au Mans dans les années 50. L'affection du public pour la marque a même survécu à la malheureuse alliance des voitures de tourisme européennes avec les Ralph Broad Jaguar XJ12C dans les années 70, qui a vu les voitures donner le ton mais échoué à gagner. Le pilote de l'équipe Tim Schnecken se souvient des gros coupés. Ils étaient sacrément difficiles à conduire et il fallait vraiment les attraper par le cou. Pour moi, là, en toute transparence, là, je n'ai aucune idée de quoi on parle de ces voitures-là. Ouais, je pense qu'on parle peut-être des sports cars et tout ça, là, mais pour les fans, là, ceux qui savent, ils savent en tout cas. Ouais. Les bons moments étaient rarement absents pour Hong 5 ans plus tard, libéré des chaînes de Leyland. Jaguar revenait en triomphe avec ses coupés TWR XJS. Des noms. D'ailleurs, les noms de Jaguar, là, assez improbables à prononcer. Là. TWR XJ-S, préparé et piloté par Tom Walkinshaw, pilote automobile. À juste titre, Walkinshaw était au volant de la voiture de tête alors que lui et Chuck Nicholson célébraient une victoire historique d'un doublé 1 et 2 devant ses coéquipiers Jeff Allen et Peter Lovett. Il s'agissait de la première victoire de Jaguar en TT
depuis 1951 et son premier succès majeur à domicile depuis des années. Une vague de succès britannique a suivi dans les années 1980 et à partir de cette année, lorsque Martin Brundle a remporté une victoire singulière à Donington, conduisant avec brio dans des conditions épouvantables pour maîtriser la XJS et rattraper un tour sur la BMW de Dieter Quester avec 12 tours à faire. Cheever a suivi ce triomphe en 86 en répétant le triomphe l'année suivante avec Raoul Boesel. Jaguar a soulevé sa domination totale sur l'épreuve lorsque ses équipiers Jan Lammers et John Watson les ont soutenus avec la deuxième place. Les fans de Jaguar déliraient, mais il y avait encore plus à venir cette année. Boesel et John Nielsen gagnèrent à Brands Hatch 2 mois plus tard. Si les fans de Jaguar ont eu le temps de se dégriser en 2 victoires dans les années 80, ils devaient être à l'étranger. Au Royaume-Uni, Jaguar va se récupérer les honneurs partout où elle allait. En 88, l'entreprise a gagné à Brands et à Silverstone et en 1990, luttant contre Sauber et la puissance de Mercedes-Benz, Brundle et Alan Ferté ont mené leur XJR 11 V6 turbo de 3,5 litres à la victoire dans l'Empire britannique. On est dans le groupe C ici. On est dans les plus belles années du groupe C. Oh, magnifique. Trophée à Silverstone en tête d'un autre doublé Jaguar. Et comme si cela ne suffisait pas pour faire valoir ce point un an plus tard, Warwick s'est associé à Theo Fabi. Oh. Dans une 5e victoire consécutive de marque avec la XJR 14 à moteur Cosworth HB. À chaque fois, la foule était en délire. J'ai l'impression de voir de la lutte. Hey, c'est vrai. Mais c'est vrai, hein. Tu sais, on dirait un script. Ouais. Pourquoi ces triomphes signifiaient-ils autant pour les spectateurs britanniques? Outre l'attrait inévitablement chauvin d'avoir une équipe locale dominer son propre sol, il y avait toujours quelque chose d'indéfinissable chez Jaguar qui provoquait une réaction extrêmement émotive de la part des supporters. Les fans feraient n'importe quoi pour ce qu'ils considéraient comme leur équipe, s'identifiant complètement aux ingénieurs, aux voitures et aux pilotes qui portaient le drapeau de l'Union au combat sur la piste, l'Union Jack. Hein? Richard Cleary de Londres a passé la majeure partie de sa vie d'adulte à encourager Jaguar et à la suivre partout où elle courait. Citation. « Je suis toujours allé à Silverstone, Brands ou Donington pour voir la course des Jaguars, dit-il. D'une manière ou d'une autre, ils semblaient faire partie intégrante du sport automobile britannique et quand vous les regardiez, vous ressentiez un curieux sentiment d'implication et d'appartenance. D'autres fans ressentaient la même chose, ce sentiment immense de fierté et de camaraderie. » Et là, on a une petite parenthèse avec un texte où c'est plutôt Eddie qui va nous parler, plutôt Johnny qui va plutôt nous parler de ses souvenirs. Et donc, on va le lire, puis ça va aller à peu près aussi vite que le texte sur Eddie. Mes souvenirs de Silverstone remontent à l'époque de la Formule Ford. Vous aviez 4 ou 5 voitures de front dans le vieux Woodcote. Si vous meniez les derniers tours jusqu'à la chicane, vous n'alliez pas gagner. Le gars en 4e ou en 5e aurait un énorme sillage. Ce n'est en fait pas un mauvais circuit maintenant. Après tous les changements qu'il a traversés, le club va bien, nous avions encore un bon Copse, mais nous avions un bon Beckett. Il a du caractère. Ma victoire sur le circuit en 95 est évidemment remarquable. C'était la première, c'était au Grand Prix de Grande-Bretagne. Et cela n'a pas été exactement la saison la plus agréable. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé très dur entre mon accident de 1988 et les difficultés que j'ai eues chez Lotus, donc c'est un bon souvenir. L'accident de 88, Johnny Herbert, il se casse les 2 jambes. Et ça a failli mettre fin à sa carrière de pilote, ça. Oui, et je me trompe pas, à un moment donné, il avait dit, je pense que c'est dans Beyond the Grid, il a dit une fois, si ça lui faisait trop mal, il était prêt à se faire amputer les chevilles. Ouais, parce que l'accident lui a vraiment endommagé le pied, là. Puis je pense, si je me souviens bien, puis corrigez-moi si je me trompe, mais Herbert, à un moment donné, je crois, parce qu'il allait débuter sa carrière en Formule 1, je pense qu'il a été obligé d'être un peu comme ce que Lance avait fait après s'être cassé les 2 poignets, être aidé pour rentrer dans le cockpit dans un Grand Prix de Brésil en 89, si je me trompe pas, mais son accident lui a laissé des séquelles. Ah oui, hein, quand même. Je continue sur le témoignage de Johnny ici. Mm-hmm. C'était surtout dans les 2 derniers tours que l'on pouvait voir tout le monde agiter les drapeaux. Je n'ai jamais eu ce truc de Nigel Mansell, vous savez. Je pouvais entendre tout le monde. Il y avait trop de bruit de moteur pour entendre quoi que ce soit. Donc, je n'ai jamais rien entendu de tout cela. Il n'y a pas de pression particulière de l'extérieur. Je pense que la plupart des fans britanniques soutiennent tous les pilotes britanniques et ils le feront. Attendez-vous à un bon résultat de la part de David, par exemple, cette année, comme de Damon dans le passé?
Il a vu juste. Oui. Mais pour moi, cela ne fait jamais de différence. La référence sur Nigel Mansell, parce que Nigel Mansell, quand il avait gagné le Grand Prix de Silverstone, il disait qu'il entendait le public rugir plus fort que la voiture. Puis à l'époque, les Formule 1 font énormément de bruit, alors qu'aujourd'hui, on peut presque avoir une conversation à côté. Exactement. Je ne sais pas si c'était 87 ou 92, une de ces deux victoires, mais effectivement, là, c'est la foule britannique. Quand il est question de support, d'être derrière ces pilotes, ils sont bruyants. Exact. Et là, on arrive à peu près dans le dernier tiers du texte. Donc, on va embarquer, puis on va bientôt terminer là-dessus. Donc, on ramène un peu plus contemporain, là. On commence à nous revenir un peu plus à l'avant, mais on recule aussi assez bien en arrière quand même, tu vas voir, Abdo. Le Grand Prix du Royaume-Uni est le plus ancien événement du calendrier de Formule 1. Et le Royaume-Uni est le berceau technique du sport automobile moderne. L'histoire s'accumule sur les célébrités, l'histoire s'accumule sur les célèbres circuits britanniques et le nom de Silverstone en particulier évoque la nostalgie de la Formule 1. Le circuit est également étroitement lié au nom des pilotes britanniques, peut-être pas plus que Jackie Stewart, dont l'association personnelle avec le site remonte au Grand Prix de Grande-Bretagne 53. À cette époque, Jackie n'était certainement pas un pilote et encore moins le vice-président honoraire du British Racing Drivers Club. Il n'était qu'un jeune passionné de course automobile de 14 ans avec une raison assez particulière de venir sur le circuit, regarder son frère Jimmy piloter une Cooper Bristol 2 litres pour l'écurie Écosse. Le regarder sur la piste jusqu'à ce qu'il s'écrase à Copse, c'était une grosse affaire pour moi, se souvient Sir Jackie Stewart. Jimmy était le leader britannique et c'était inspirant pour moi de le regarder car il conduisait des Jaguar C-Type et plus tard D-Type. C'était très excitant d'être là et d'obtenir des autographes de tous ces grands pilotes. Je me souviens debout à Woodcote et voyant Mark Hawthorne perdre la tête. Il a franchi tous les balises en bois clair, a fait un tête à queue sur l'herbe, il a continué la course. Cette affection naissante pour Silverstone est devenue une histoire d'amour qui durera à vie à mesure que Jackie Stewart grandit. Il a ensuite piloté des voitures de sport et des GT pour l'écurie Écosse, de la F3 pour Tyrrell et un passage dans une Lotus Elan pour Checkered Flag contre Jim Clark et Peter Ardle dans l'équipe d'usine officielle Lotus. Sa carrière a commencé lors de sa forte ascension. Voyons, c'est mal traduit. Sa forte ascension a commencé lorsque Jackie a été appelé pour conduire la Jaguar E-Type de John Coombs. Coombs avait une concession Jaguar sur l'A31 près de Guildford. La plaque d'immatriculation de la voiture de course de Jackie indiquait Buy One, B-U-Y, espace 1. Wow! Et était considéré comme un homme plutôt austère et inaccessible. Citation. M. Coombs était certainement un gentleman et très menaçant à l'époque. Il a toujours été très impeccable et apparemment une figure d'autorité effrayante. Il n'avait que des gens très importants comme Graham Hill, Dan Gurney et Jack Brabham qui conduisaient pour lui. Et ce n'était pas exactement la chose à faire pour qu'un petit pilote de F3 l'approche. Heureusement pour Jackie et la postérité, il s'est avéré tout aussi rapide au volant d'une voiture de course que certains de ses aînés les plus illustres. Monter dans la E-Type a été une joie pour moi car elle était très facile à conduire. Elle n'était pas très vicieuse, mais bien sûr, elle était puissante et bien équilibrée. Je l'ai vraiment adorée. Et en fait, à l'époque, j'aurais parfaitement été heureux de ne pas aller plus loin que de conduire pour John Coombs. J'avais l'impression d'être vraiment arrivé. L'une des premières victoires majeures de Jackie a été la course de soutien du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 3 à Brands Hatch en 1964. Une victoire qui a ouvert la voie à de plus grandes choses, parmi lesquelles le Trophée international Daily Express de 1965. Jackie, dans une BRM, a battu la Ferrari de John Surtees, le monde régnant, le champion du monde régnant. Ce n'était pas une course de championnat, mais indéniablement le big time. Je ne pense pas qu'il y ait un pilote qui se souvienne pas de sa première fois qu'il a remporté la Formule 1, déclare Jackie. Bien sûr, c'est une affaire énorme devant un public britannique à Silverstone. Ce fut un grand moment de ma vie. Alors que sa carrière en Formule 1 prenait vie, Jackie commençait un voyage régulier en navette entre Silverstone et Brands Hatch. Et c'est à Silverstone en 1969 qu'il participa à l'une des courses les plus mémorables de tous les temps. Les qualifications ont été mouvementées puisqu'il a heurté un morceau de béton déraciné par Pierre Courage à l'intérieur de Woodcote. L'impact a arraché le pneu de sa jante et a projeté Jackie dans la clôture à 140 000 à l'heure. Ouch. Et puis, il y a eu la course. Heureusement, avant mon accident de qualification, j'avais réussi à me qualifier aux côtés de Jochen Rindt en première ligne et cela s'est transformé en une épreuve classique où je pense que l'avance a changé quelque chose comme 30 secondes entre lui et moi.
Nous avions un gros match, tous les deux au volant du DFV Cosworth Fob dans une Lotus 49 et moi-même au volant du MS-80 engagé par Ken Forrest. C'était bien parce que mon père et mon frère étaient là et c'était une autre grande victoire pour moi. En contrepartie, c'est l'échec le plus traumatisant de perdre ses amis sur la piste et Silverstone n'a pas toujours été un lieu heureux pour Jackie. Il se souvient d'une course hors Formule 1 pour le Tourist Trophy 1970 sur le circuit où il conduit une Ford Escort. C'était très amusant, mais un mauvais moment du week-end du TT, je pense, venait juste après les funérailles de Pierre Courage et le service commémoratif de la cathédrale Saint-Paul de Bruce McLaren. Il y avait une série de 4 morts et de sorties d'une voiture de Formule 1 quand tout était sérieux et sauter dans une voiture de tourisme était très amusante. C'était une sorte de tonica. Les événements hors F1 pour moi étaient très proches du monde réel. Vous dire que Jackie Stewart a assisté à l'ensemble des funérailles de pilotes où Jackie a couru avec eux. Je pense qu'il en a fait genre 70 dans sa carrière. Il l'avait déjà dit une fois à Beyond the Grid. Et le dernier étant François Sévère. Quelle année? 73. La dernière course de Jackie à Silverstone remonte à 1973 et elle est restée gravée dans sa mémoire pour plusieurs raisons. J'étais en tête et c'est la course au cours de laquelle Jody Scheckter a eu son petit accident et a emporté la moitié du peloton avec lui. La bonne passe de Ronnie Peterson dans le premier tour à Beckend s'éloignait du peloton pour venir à la fin de l'essai pour trouver les drapeaux rouges agités à Vart. J'avais engagé la deuxième vitesse au lieu de la quatrième en entrant dans Stove et j'ai coupé là, prématurément, ce qui m'a mis hors compétition. Même si cela s'est avéré son dernier Grand Prix de Grande-Bretagne, Jackie Stewart avait remporté le Daily Express International Trophy plus tôt au printemps et c'est ce souvenir qui perdure dans son imagination. Citation. Le Daily Express Trophy, comme la Race of Champions à Silverstone, a toujours été une course importante car il y avait moins de Grands Prix à gagner à l'époque. Ronnie Peterson et moi avons fait une bonne course ensemble, mais il a fait un tête à queue dans la neige à Beckett's. Parce que oui, il y a neigé le jour. Oui, de la neige. Il y en avait certainement sur la piste. Et j'espère que tous ceux qui liront ceci auront bien entendu. J'ai quand même dit une fois, Jackie aussi leur dit, parce qu'avant que M. Mosley ne décide de changer la date de juillet à avril de cette année, personne n'aurait pensé à courir, organiser une course à Silverstone aussitôt dans l'année à cause du risque de neige. Peut-être qu'ils auraient dû. Et ça explique aussi pourquoi relativement placer le Grand Prix du Canada au mois de mai avec Miami, c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'en avril, la préparation, il y a de la neige. Et on l'a vécu. J'ai quand même envie de voir un Grand Prix de Montréal au mois de mai. Donc, c'est tout pour le numéro 2 du magazine. Le numéro 3, Abdou, je vais te le présenter tout de suite. Ça va être un teaser pour le prochain numéro. Donc, si vous avez resté jusqu'à la fin du balado, ben vous allez avoir une prime. Donc, le numéro 3, Abdou, on bascule vers d'autres choses. Tu comprendras? Oui. Le numéro 1, c'était Johnny et Eddie sur la une. Le numéro 2, c'est un spécial Grand Prix du Royaume-Uni. Troisième, on commence à chercher d'autres gens, là, parce que ben c'est pas super vendeur et les deux pilotes Jaguar parce qu'ils sont pas bons. Donc, on essaie d'aller plus loin. Et donc là, on nous dit on va aller chercher une célébrité. Quel genre de célébrité sportive début des années 2000 pourrait faire la couverture d'un magazine qui s'appelle Jaguar Racing? Célébrité sportive? Est-ce que ça joue au ballon rond? Oui, ça joue au soccer, ça joue au football. Est-ce qu'il a joué pour une équipe de la Premier League? Évidemment. Est-ce qu'il a joué pour Manchester United? Ça, je suis pas sûr. Est-ce qu'il était marié à une Spice Girl? Non, c'est pas David Beckham. Est-ce que c'est Eric Cantona? Non, c'est pas Eric Cantona, c'est un Anglais. Michael Owen! Tabarnak! Michael Owen talks Formula 1. English fastest footballer on the world's fastest sport. Mais Abdou, je te regarde une surprise parce que la une, elle est trompeuse. Oh non! Puis, oui, il y a Michael Owen, mais il n'est pas seul. Et la deuxième personne n'est pas sur la une. Toujours au soccer? Toujours au soccer. T'en parles dans le troisième épisode. C'est à suivre, mais calice. Michael Owen. Le gars a joué pour Liverpool. Oh, tabac. Michael Owen. Bref, merci d'avoir écouté cet épisode. J'ai vraiment hâte parce que le traître qui parle de Formule 1, j'ai hâte. Merci de nous suivre. Je suis pas capable. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous sur toutes les plateformes. Et d'ici là, n'oubliez pas de regarder la Formule 1 puis nous suivre pour un troisième épisode. À très bientôt!
À très bientôt tout le monde.